Bonjour Yann. Bonjour. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter? Donc Yann Valery, j'ai 37 ans, 3 enfants, marié, et je suis donc rédacteur en chef de braisinfo.com. Dans ce livre, tu critiques ouvertement la République française. De quel milieu ou famille politique tu te revendiques? J'ai toujours eu du mal à me définir sur un échiquier politique. S'il fallait en retenir un, j'aime bien la notion d'extrême centre qu'avait conceptualisé Casa Pound à une certaine époque, parce que c'est vrai que je me situe pas, je me définis enfin, j'ai des idées à droite, j'ai des idées à gauche, s'il faut absolument les situer, mais c'est vraiment difficile de me classer sur un échiquier politique. Très bien. Alors pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre? Pourquoi avoir écrit ce livre? Parce que ça faisait quelques années que j'y réfléchissais. Et puis là, j'estimais que l'évolution de notre société nécessitait peut-être, à mon modeste niveau, une petite décharge électrique qui permette de poser sur le papier quelques réflexions, quelques propositions également pour en finir avec cette espèce de pieuvre qui est aujourd'hui la République française, qui veut à la fois tout surveiller, tout contrôler, tout diriger concernant les petites gens que nous sommes, et en même temps cette République qui n'est plus capable d'assurer ni la sécurité de ces petites gens justement, ni leur prospérité économique, ni leur santé. On le voit avec cette tyrannie sanitaire et cette incapacité à construire des hôpitaux, à embaucher et bien payer des soignants. Donc voilà, c'est cette différence entre l'État, j'ai envie de dire, fort avec les faibles et faible avec les forts, que j'avais envie de dénoncer. Et surtout, j'avais envie de faire la proposition des esquisses pour un autre système. D'accord. Oui, parce que c'est pas l'État, c'est vraiment la République que tu vises. Disons qu'on vit sous le système de la République française, qui est, je le rappelle, non pas une religion comme certains laissent entendre au quotidien quand il n'y a pas un discours politique à la télé, sans qu'on parle d'esprit républicain, de ceci est républicain, ceci n'est pas républicain. La République, c'est pas une religion. La République française, c'est juste un modèle qui a émergé après la Révolution française de 1789, dont il faut quand même rappeler l'aspect sanglant et surtout l'aspect clivant, puisque il n'était pas du tout question d'une unité de la France derrière cette Révolution française. La guerre civile en Vendée, en Bretagne en témoigne. Oui, effectivement, je parle plus de République française dans mon livre que d'État, puisque il n'est pas question d'être contre l'État par principe, encore que j'estime, moi, que l'État doit... moins l'État s'immisce dans nos vies, et mieux c'est sans doute pour la liberté des gens. Encore qu'il faille un État pour assurer justement sécurité et santé des plus faibles. C'est le principe d'ailleurs du contrat social qui avait lieu, qui n'a plus lieu aujourd'hui. Mais oui, je suis effectivement contre cette République française, contre ce système républicain qui, pour moi, est un système à broyer les peuples, à les écraser. Et on est actuellement en première ligne de cet écrasement. Très bien. Alors tu peux peut-être commencer par nous expliquer ce que signifie sécession. Oui, bah alors la sécession si je le prends de manière politique ou géographique, c'est l'acte par lequel une partie d'une population donnée, sur un territoire donné, décide de se séparer tout simplement de l'ensemble du territoire pour former une autre entité. Est-ce que tu peux nous expliquer la couverture de ce livre, avec ce drapeau confédéré? Oui, alors c'était un petit clin d'œil, puisque effectivement le livre s'appelle Sécession. Il est bien évident que notre situation actuelle n'est pas la situation des États-Unis avant la guerre de sécession. Néanmoins, le drapeau sudiste, le drapeau confédéré, est un symbole. En fait, c'est le symbole de la sécession. C'est pour ça que je l'ai repris, que je l'ai fait illustrer par un graphiste de talent d'ailleurs que je salue, avec cette carte de France en fait qui
qui partout menace d'exploser, de se diviser. Et avec quelques images pour illustrer. Alors vous avez le masque, interdit de porter le masque, donc là c'était un clin d'œil, c'est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, ça évoque la tyrannie sanitaire. Il y a le fusil, parce que le fusil, j'ai toujours dit que c'était un symbole de liberté, ce n'est pas un symbole d'agression, mais c'est un symbole de liberté. Une famille qui a un fusil chez soi, eh bien c'est un foyer où forcément des malfrats, des cambrioleurs n'ont pas forcément envie de pénétrer. C'est le symbole de la souveraineté chez soi-même, de la sanctuarisation du domicile. Le chapelet, ça symbolise la foi catholique qui demeure quand même majoritaire en France et dans tout l'Hexagone. Donc voilà, j'ai voulu faire une couverture assez symbolique et qui visiblement impacte comme il se doit. Très bien. Alors, tu l'écris toi-même en introduction du livre. C'est pas un peu provocateur d'écrire un livre qui parle de sécession à l'heure où le Parlement français vient de voter en début d'année un projet de loi visant à lutter contre le séparatisme et les atteintes à la citoyenneté? Oui, alors il faut savoir que le livre a été écrit sur l'année 2021. Donc le projet de loi sur le séparatisme dont on parle, il s'agit du projet de loi qui avait été voté en 2021. La question, elle est effectivement, c'est peut-être un peu provoquant, mais disons que ce projet de loi visait, sans le nommer, l'islamisme. Donc moi, a priori, je ne suis pas un islamiste, je ne suis pas concerné par ce projet de loi. Néanmoins, là où la République française est vicieuse, c'est qu'en refusant de nommer l'ennemi islamiste, puisque c'était le but de ce projet de loi, elle englobe derrière ce projet en fait d'autres pans de la société. Et ça a permis, cette loi d'ailleurs permet d'attaquer les écoles hors contrat, notamment les écoles catholiques hors contrat, mais même d'autres confessions ou d'autres types d'écoles hors contrat, pour encore une fois là, soumettre ceux qui ne rentreraient pas dans le dogme religieux républicain, pour les soumettre, pour les obliger à vivre sous l'égide de la République française. Alors justement, tu expliques dans le livre que la personne française de souche qui est en désaccord avec le régime en place n'a aucun choix de repli, en fait. Ben, c'est ce qui fait la différence sans doute avec l'immigration extra-européenne qui est aujourd'hui en Hexagone, en France, en Europe. C'est que beaucoup de ces personnes qui viennent, elles ont éventuellement une patrie de repli, elles ont une autre patrie, elles ont leur patrie en fait, tout simplement. Nous ici, on est en Bretagne, d'autres qui nous écoutent sont ailleurs dans l'Hexagone ou ailleurs en Europe, ils n'ont pas de patrie de rechange. En fait, notre destin, il est ici, il est maintenant, et tout se joue là. En fait, autant la République, qui, encore une fois, je le rappelle, n'est qu'un outil qui, en l'occurrence, ne me plaît pas, c'est ce que je décris dans le livre. La République peut être renversée, balayée, changée, modifiée. Autant, nous, on ne peut pas être effacés. On ne peut pas, hormis à sauter dans l'océan Atlantique, hormis à sauter dans la Manche, on ne peut pas. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de travailler maintenant, ici, à réformer tout ça. Tu dresses un tableau des métropoles françaises et tu expliques que ton mode de vie est de fait une sécession avec la République. Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Tout simplement parce que le système républicain français actuel est fait alors à la fois de façon centralisatrice, disons qu'on est dans un système totalement centralisé, hein, qui est l'héritier du jacobinisme français. Tout se décide à Paris, tout se passe à Paris. Les jeunes vont faire leurs études à Paris. Tous les centres de décision sont autour de Paris et l'Île-de-France. Donc déjà, ça, c'était le premier biais. Et malheureusement, j'ai envie de dire, le système de métropolisation à la française, qui a vu et qui voit encore des métropoles comme Rennes, Nantes, Bordeaux, partout en France, pousser comme des champignons, mais non seulement pousser, s'étendre comme des pieuvres. Et en fait, c'est ce système-là qui n'est que le reflet, finalement, du jacobinisme centralisateur français, puisque, au final, au lieu d'avoir des espaces géographiques qui soient plutôt autonomes, qui soient plutôt sains en termes de densité de population
et en termes d'attractivité aussi, au lieu d'avoir étalé tout ça, on a finalement fabriqué des grandes métropoles un peu partout qui elles-mêmes asphyxient complètement les territoires qui sont autour. Encore une fois, en Bretagne, on a quand même cet exemple flagrant avec Nantes et avec Rennes qui absorbent toutes les communes autour, qui rendent dépendantes les communes autour et qui, au final, créent des espaces totalement oubliés, totalement abandonnés. Je pense au centre-Bretagne, je pense à toute la ruralité et je pense même à l'ouest breton qui, finalement, n'est pas dans les petits plans des maires de Nantes ou de Rennes qui, eux, ne sont que les copies conformes, les calques des Parisiens. Et donc, ce système-là, il n'est plus, à mon avis, viable. Et je déplore qu'une majorité de la population persiste quand même à rêver ou à vouloir s'entasser dans ces métropoles. Tu cherches à encourager les gens à fuir ces métropoles, justement? Alors, les conseillers ne sont pas les payeurs, hein, mais ce que je dis juste, c'est que dans une société harmonieuse à laquelle je pense nous aspirons tous, pour nos familles, pour nos enfants, les métropoles d'aujourd'hui deviennent des mouroirs. Ce sont des lieux où l'insécurité explose du fait d'un mélange de population qui n'est pas tenable à moyen ou à long terme. Ce sont des lieux où les gens viennent s'entasser, ne peuvent plus respirer un air pur, ne peuvent plus se ressourcer en forêt, dans la nature. Ce sont des lieux bruyants, des lieux pollués, des lieux... En fait, ce sont des lieux, moi j'appelle ça des mouroirs, parce que certes, il faut des villes, on a besoin de villes, on a besoin de lieux de culture, de lieux de distraction aussi, c'est évident. Mais dans la configuration actuelle dans laquelle sont les métropoles, je pense que c'est des mouroirs, et d'autant plus pour les personnes conscientes qui savent quels sont les défis qui nous attendent dès maintenant et pour demain, et qui persistent quand même, et ça je ne peux que le déplorer, même si encore une fois les conseillères ne sont pas les payeurs, persistent quand même à vouloir résider dans des villes dont elles ne sortiront pas, si ce n'est vivantes, dont elles ne sortiront jamais indemnes, ni elles ni leurs enfants. Alors justement, tu parles des enfants. Dans ce livre, tu abordes également les problèmes de l'éducation nationale. Tu es père de famille. Est-ce que toi, tu as peur pour tes enfants en ce qui concerne leur éducation? Bien sûr, j'ai peur pour leur éducation, enfin pas pour leur éducation, pour leur instruction, ce qui est le rôle de l'école, de les instruire et non pas de les éduquer. Je pense que d'ailleurs l'éducation nationale porte mal son nom, puisque, encore une fois, la République n'a pas à éduquer nos enfants, elle doit éventuellement les instruire si nous acceptons de confier nos enfants à l'instruction publique. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, par exemple, qu'on vit dans une politique de tyrannie sanitaire où, y compris nos gamins, ne vivent au quotidien à l'école qu'à travers le prisme du masque, avec des professeurs dont ils ne voient même pas le visage ni les articulations de bouche. Donc pour apprendre à lire, à écrire, c'est quand même problématique. Ils ne vivent que par le gel hydroalcoolique 5 fois ou 8 fois par jour dans les écoles, par les remarques de petits enfants soldats fabriqués par le système qui vont faire des remarques à leurs petits camarades de classe parce qu'ils ne portent pas bien leur masque. En fait, là, ces 2 dernières années ont été la preuve par l'exemple qu'on s'est éloigné totalement de l'instruction. Nos enfants n'apprennent plus, là, ils apprennent simplement à être des petits soldats de la tyrannie sanitaire. Et au-delà de cette tyrannie sanitaire, ça fait des années que de toute façon, le système d'éducation nationale est dévoyé. On apprend aux enfants, notamment jusqu'en CM2, on leur apprend à tout, sauf à lire, écrire, compter. Et aujourd'hui, comment voulez-vous qu'une société fonctionne si vous fabriquez des petits barbares qui ne savent pas lire, écrire, compter, qui ne savent pas l'histoire de leur pays, qui ne connaissent pas la géographie et à qui certains professeurs parlent comme si c'était des copains, les tutoient, leur trouvent toutes les excuses du monde pour finalement ne pas faire avancer collectivement une classe. Au final, ceux qui en pâtissent en plus, et c'est là ce que je pourrais souligner, ce ne sont même pas les enfants de familles privilégiées, ce ne sont même pas les enfants de classe moyenne supérieure, à qui les parents tentent, bon an mal an, de donner des livres, des clés, des pistes d'instruction. Non, ce ne sont pas ces gens-là. Ce sont les enfants des classes populaires, ce sont les enfants des classes défavorisées qui, eux, subissent à la fois les placements dans les pires écoles qui soient, et donc avec toutes les ambiances que ça implique,
mais qui aussi n'ont pas les professeurs, les instructeurs qui leur permettent d'avancer et de s'élever. Ce sont eux les premières victimes collatérales de toute cette politique folle de l'éducation nationale. Est-ce que tu as des conseils, toi, à ton niveau, à donner aux parents ou aux futurs parents qui nous écoutent ? Alors, encore une fois, les conseillers ne sont pas forcément les payeurs. Dans mon livre, je propose des pistes. Je parle des écoles hors contrat, qui sont de plus en plus contrôlées et surveillées parce que l'éducation nationale voit d'un mauvais œil, comme la République, ces écoles-là, alors que pourtant, il y a pléthore d'écoles. Vous avez des écoles, certes, confessionnelles, pour plusieurs religions, mais vous avez aussi des écoles qui vont plutôt permettre à des enfants qui ont des handicaps ou des difficultés particulières de s'épanouir. Vous avez les écoles Montessori, vous avez les écoles bilingues, bien sûr, sachant qu'on sait que le bilinguisme, dès le plus jeune âge, ça permet quand même aux enfants, en général, de s'en sortir mieux que ceux qui ne parlent qu'une langue. En Bretagne, on a la chance d'avoir les écoles d'Iwan, d'Iviez. On a tout ce système-là qui permet normalement sur le papier à des gamins de mieux apprendre. Donc mon conseil irait de se tourner vers ces écoles. Alors il y a souvent un coût, souvent une scolarité qui peut se révéler chère. Il y a aussi des systèmes de bourse, ça il faut le savoir. Mais au-delà de ça, moi je ne suis pas pour balayer totalement le système éducatif français tel qu'il est. C'est-à-dire que vous avez aussi des très bonnes écoles sous contrat, publiques comme privées, avec des très bons enseignants, des très bons professeurs qui font encore leur boulot. Et il ne faut pas avoir un tableau noir. Ce que je dis juste, c'est que les parents doivent être attentifs à qui enseigne à leurs enfants, qui dirige les écoles où ils veulent mettre leurs enfants, qu'est-ce qui est proposé dans les programmes. Et ça, c'est du travail des parents, c'est une vigilance de tous les instants. Il faut savoir dire non aussi contre certains enseignements qui pourraient être proposés, certains livres qui pourraient être faire étudier aux enfants. Il faut être vigilant, et ça, c'est le rôle des parents, qui ensuite délèguent à des professeurs, mais là, encore une fois, qu'ils soient du public, du privé sous contrat, hors contrat. Encore une fois, il y a des possibilités multiples, mais toujours avoir l'œil vigilant. Alors, tu te permets une mise en garde quand même à l'attention des parents dans ton livre. Tu écris « Méfiance de ne pas tomber dans la contre-propagande avec ses enfants ». Tout à fait, parce que être méfiant, voire défavorable à la République française, ça ne veut pas dire tomber dans l'autre versant. C'est-à-dire, je vous ai dit que pour moi, le système républicain français était comme une religion qu'on voudrait imposer à tous aujourd'hui. Ils ne font pas non plus basculer dans une religion, dans l'obscurantisme. Il faut bien évidemment se garder en tout cas, c'est ce que j'estime. Il faut se garder de bourrer le crâne à ces gamins avec de la contre-propagande, puisque dans le mot contre-propagande, il y a toujours propagande. Il faut simplement essayer de les instruire avec du bon sens, avec des références solides. On a des milliers, des centaines de milliers de livres qui nous ont précédés et d'auteurs qui nous ont précédés. Ils ont beaucoup de choses à apprendre en dehors de toute propagande. Il y a des méthodes pour apprendre les mathématiques qui sont éprouvées, qui sont utilisées d'ailleurs dans tous les pays asiatiques aujourd'hui et qui font la réussite de tous les pays asiatiques. Il suffit de les reprendre. Il y a des méthodes pour apprendre l'histoire et pour permettre à un enfant de savoir d'où il est, où se situer dans le temps et dans l'espace. Je pense à la chronologie, qui n'est plus ou très mal enseignée aux gamins aujourd'hui. Et bien voilà, on peut revenir à ça. Et alors tout ça, c'est faire preuve de pédagogie plus que de contre-propagande. La contre-propagande, ça serait d'inculquer certaines idées politiques à ses enfants dès le plus jeune âge, de leur empêcher, par exemple, d'étudier les sciences, d'étudier les mathématiques, de vouloir absolument en faire des petits-enfants soldats, à l'inverse. Et ça, c'est quelque chose contre lequel, effectivement, oui, je m'érige et je mets en garde. Donc tu parles effectivement des écoles hors contrat dans ce livre, et tu écris « Il n'y a aucun islamiste ayant commis des attentats en France ces dernières années qui soit issu d'une école coranique située en France ». Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase ? C'est une phrase très simple. Là, on en revient à la loi sur le séparatisme qui, à mon avis, était idiote, y compris lorsqu'elle vise d'ailleurs un public musulman. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'écoles confessionnelles musulmanes en France. Alors énormément, j'ai pas de chiffres, mais il y en a. Et tous les islamistes qui ont commis des attentats ces dernières années en France sortent tous
ou de pays extra-européens, ou de l'école publique française, ou privée sous contrat. Mais il n'y en a aucun qui sort d'une école confessionnelle dite coranique, comme il n'y en a pas qui sortent d'une école confessionnelle hors contrat catholique. Donc en fait, cette phrase, elle est importante, puisque la République voudrait nous faire croire que les menaces sont en fait ceux qui veulent simplement pouvoir instruire leurs enfants de manière parallèle, et non pas forcément antagoniste d'ailleurs, alors qu'en final, Mohamed Merah est un enfant de la République française. Les frères Kouachi sont des enfants de la République française. Une partie des islamistes du Bataclan sont des enfants d'ailleurs, venus d'ailleurs hors des frontières de l'Europe. Donc ils n'ont rien à voir ni avec une école coranique en France, ni avec une école catholique hors contrat, ni avec une école Diwan. Ce sont des enfants de la République, et il faut simplement le rappeler. Tu encourages également ce que tu appelles le divorce médiatique et internetique. Et donc ceux qui ont décidé de ne plus avaler la soupe médiatique servie par le système, mais d'en produire une autre, tu les appelles les pirates de la réinformation. Pourquoi ce terme pirate ? Parce que la piraterie, quand on remonte historiquement, c'est quand même cette idée, là encore, de faire sans l'État et pour les siens, pour sa communauté ou pour soi, hein, tout simplement. Donc, à la base, tous les sites de presse alternatifs qu'on appelle la réinformation ou la dissidence, ce sont des sites qui ont été montés à la base des sites communautaires, des sites pour permettre aux lecteurs d'avoir une autre vision de l'actualité, d'autres informations. Et donc, d'une certaine façon, c'était une forme de piraterie par rapport à un système qui produisait une information lissée, qui produisait la même information. Vous regardez encore aujourd'hui, vous vous amusez à ne regarder que le journal de France 2 ou de TF1 pendant une semaine, et ensuite vous comparez avec ce qui est sorti sur Internet. Vous avez deux réalités totalement différentes. Et d'ailleurs, c'est ce que j'estimais nuisible et que je précise dans mon livre. Moi, je ne pense pas qu'il faille se borner à lire la presse alternative ou à la presse dissidente. Je pense qu'il faut lire de tout, parce qu'il y a aussi des très bons journalistes dans la presse mainstream. Et puis, de toute façon, c'est important pour l'hygiène mentale de tout lire. Mais ça n'empêche qu'il faut tout lire, y compris la presse dissidente, la presse alternative. Alors tu lances un appel à tous ceux qui ont leur place dans les vaisseaux pirates. Oui. Alors qui a sa place dans les vaisseaux pirates ? Tous ceux qui ont envie de contribuer, alors pour les médias, là, puisque c'est le thème, tous ceux qui ont envie d'écrire, de rapporter, de témoigner, d'être des lanceurs d'alerte, simplement dans sa commune, dans sa ville, il a connaissance d'un fait, il a connaissance d'un élément. Et bien aujourd'hui, il sait qu'il y a des supports partout en France qui pourront creuser, enquêter, diffuser au maximum l'information. Idem dans toutes les sphères, un événement sportif, un événement culturel, un événement théâtral. Certains sont mis en valeur aujourd'hui par la presse mainstream, d'autres ne le sont pas. Et en fait, quand je dis que chacun peut être acteur, c'est que finalement chacun à son niveau peut, oui, endosser le rôle de quelqu'un qui va transmettre de façon démultipliée par rapport à avant une information. Alors tu consacres bien évidemment un chapitre sur la sécession politique, dans lequel tu encourages les lecteurs à participer à la vie locale. Comment peut-on peser sur des décisions municipales lorsque bien souvent nous sommes en minorité dans une ville ? Alors on en revient au fait que, effectivement, si vous habitez dans les grandes métropoles, ça va être compliqué de peser en quoi que ce soit. Par contre, là où je pense qu'il y a de l'espoir et qu'il y a matière à travailler, c'est dans les moyennes villes et dans les campagnes. C'est-à-dire que dans les moyennes villes, vous pouvez, comme j'en parle un peu dans mon livre, par votre engagement associatif, vous êtes bibliothécaire, vous aidez à la collecte des Restos du Cœur, vous êtes pompier, vous êtes très impliqué dans l'encadrement des jeunes de l'équipe de foot ou de rugby. Bon, petit à petit, vous allez de façon naturelle. Et encore une fois, là, je dis pas qu'il faille faire ça pour noyauter, pour réseauter. Je suis pas du tout dans cette idée-là. Je dis que, en fait, naturellement, parce que nous sommes des gens qui aimons finalement
notre peuple et ceux qui nous entourent, eh bien, on a envie de leur rendre service à nos manières. Et donc, en fait, c'est par ce biais-là que, finalement, dans la vie locale, votre exemplarité, votre capacité aussi à créer de l'initiative, à faire bouger les choses, à rendre heureux les gens autour de vous, c'est par ce biais-là que, politiquement ensuite, vous pourrez peut-être être reconnu dans la commune si vous voulez aider plus que ce que vous ne faites déjà. Alors, on a les élections présidentielles là, qui arrivent à grands pas. Est-ce que tu préconises, toi, de soutenir les campagnes de candidats comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour? Alors, je préconise rien du tout, parce que je pense que là, pour le coup, le vote... Tu en parles dans ton livre, justement, de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Oui, ce que je soulignais, c'était que pour moi, il est un paramètre fondamental sur la question de la présidentielle et des législatives, c'est la thématique de l'immigration. Aujourd'hui, on est à on est à un moment charnière de notre histoire, de l'histoire de la civilisation, qui peut ou disparaître ou continuer. En gros, il n'y a pas de demi-mesure, à mon avis. Or, il se trouve que toutes les mesures prises contre l'immigration, ou pour réduire l'immigration, pour stopper l'immigration, ou celles qui ont été prises ou celles qui ont été proposées, se heurtent à une chose, c'est la loi Pleven des années 70, qui empêche en fait toute discrimination, c'est-à-dire toute possibilité de choisir avec qui on veut vivre ou pas, se loger ou pas, manger ou pas, travailler ou pas, etc. Et en fait, ce que je dis dans le livre, c'est que tous les beaux discours, à mon avis, sont vains si cette loi ne saute pas. Tant que vous ne pouvez pas, et d'ailleurs c'est Thibaut Mercier qui le souligne dans son livre « Athéna à la borne, discriminer ou disparaître », tant qu'on ne peut pas discriminer, c'est-à-dire choisir, encore une fois, il faut enlever cet aspect négatif du mot discrimination. La discrimination, c'est juste choisir. Tant qu'on ne peut pas choisir, et or aujourd'hui on ne peut pas le faire à cause de cette loi Pleven des années 70, tant qu'on ne peut pas faire ça, toutes les propositions de loi que proposeront les candidats seront vaines. Et idem sur tout ce qui est traités internationaux, Cour européenne des droits de l'homme. En fait, il faut sortir de tout ça, puisque ce sont des traités, des signatures qui nous obligent. Et vous pouvez avoir toutes les propositions de loi que vous voulez. Dans le cadre de la République française aujourd'hui, dans le cadre de la Constitution républicaine française actuelle, rien n'est possible. C'est pour ça que je dis qu'il faut en finir avec les institutions républicaines actuelles, qui, encore une fois, ne sont que des institutions. Je sais que je ne vais pas plaire aux religieux de cette institution, mais le fait est que c'est la vérité. Ce n'est pas un crime d'être contre la République, à ce que je sache, pour le moment en tout cas. Ce n'est pas un crime. On a le droit de vouloir un autre régime, on a le droit de vouloir un autre système, et je pense, pour revenir à votre question, que la question de l'immigration étant fondamentale, ce sont ces institutions-là qu'il faut changer. Donc j'ai un peu de mal à croire en quelconque candidat qui ne mettra pas au préalable la fin de ces institutions en tête. Je veux bien espérer, mais je ne crois plus au Père Noël, malheureusement. Et je pense que tant que ces institutions seront encore en place, il ne sera pas possible de mettre la réelle politique d'immigration zéro et, je dirais même, de remigration d'une partie de la population qui a vocation à retourner développer ces continents. Il ne sera pas possible de mettre en place cette politique sans réforme totale, radicale de ces institutions qui nous dirigent actuellement. Très bien. Est-ce que ton travail d'éditorialiste à Brésinfo t'a aidé ou même permis d'écrire ce livre? Alors, moi, je travaille pour Brésinfo depuis 2013, donc effectivement, je suppose qu'il commence à y avoir de l'expérience, notamment dans la manière d'écrire, de rédiger. Ensuite, ce sont deux travaux quand même différents, parce que là, mon livre est un livre plutôt polémique, plutôt pamphlétaire, plutôt engagé politiquement aussi. Brésinfo, quoi qu'en disent nos ennemis, a toujours essayé d'avoir une ligne, non pas neutre, puisque la neutralité n'existe pas dans le journalisme, mais une ligne moins engagée, plus factuelle, plus précise aussi peut-être dans la façon de rapporter une information. Là, l'exercice auquel je me suis prêté de pamphlet, c'est pas du tout la même chose. Là, j'ai plus écrit avec mes tripes, avec la façon dont je voyais la société et son évolution. Et je pense que ce sont vraiment deux choses différentes, même si, effectivement, le fait d'écrire depuis X années apporte forcément à ma plume, je l'espère en tout cas, une qualité plus importante.
Et c'est volontaire de ta part d'avoir mis de côté justement l'identité bretonne dans ce livre? J'ai pas mis l'identité bretonne de côté, hein. D'ailleurs, je dédie mon livre notamment à Alan Stivell, qui a été pour moi un éveilleur de peuple, s'il en est. J'ai pas, si vous voulez, le, le- le- le postulat de mon livre n'est pas de dire qu'il fallait faire sécession géographique, par exemple. Et tous venir en Bretagne. Et tous venir en C'est pas le but. Bretagne. J'en demeure pas moins, puisque historiquement et puis même actuellement, c'est toujours le fond de ma pensée, c'est que je suis breton et rien ne me l'enlèvera. Vous me donnez une carte d'identité française, je pourrais l'acheter. En fait, elle ne me sert pas et je ne me reconnais pas là-dedans. Et encore une fois, c'est mon droit le plus élémentaire. Je me sens breton d'abord. Je me sens breton d'abord et je me sens européen. Mais je n'ai pas besoin, sans doute, contrairement à peut-être quelques écueils dans les passés politiques, notamment en Bretagne, je n'ai pas besoin de ne cesser de le revendiquer. C'est simplement je suis breton. J'estime, oui, au fond de moi, que la Bretagne, au moins autonome dans une Europe des peuples, si ce n'est indépendante, est une entité géographique intéressante, notamment parce qu'elle est plus petite, moins dense, plus viable. Mais c'était pas le postulat de ce livre. Je pense que la sécession, comme je l'ai dit, c'est un état d'esprit. Ça peut être ensuite géographique, ça peut être politique, ça peut être idéologique, ça peut être culturel. Mais je n'ai pas écrit mon livre pour les Bretons particulièrement. J'ai écrit mon livre pour les Européens, les habitants de France, d'Hexagone, de Bretagne, qui sont conscients ou qui ont envie de se conscientiser. Donc je ne voulais pas reléguer ça uniquement à ma paroisse, c'est-à-dire la Bretagne. Bien sûr. Et est-ce que tu appelles justement les gens qui veulent quitter ces métropoles à s'installer dans les villages bretons, au centre-Bretagne par exemple? Ben encore une fois, tout dépend d'où on vient et où on habite. Parce que, alors là, pour le coup, ça va être le breton qui vous parle. Mais on a parlé depuis des mois et des mois de tempêtes immobilières en Bretagne, avec la jeunesse bretonne qui ne peut plus se loger concrètement ni sur les côtes et de moins en moins sur les terres. Pourquoi? Parce que justement des populations venues d'ailleurs, là par le haut, viennent avec un pouvoir d'achat, un pouvoir immobilier qui est bien plus important que la plupart des jeunes Bretons qu'on paye à coup de SMIC, c'est-à-dire à coup de rien du tout, de lance-pierre. Et ça aussi, d'ailleurs, il faudra penser un jour à réformer cela. Mais le fait est que la jeunesse bretonne aujourd'hui n'a plus aucun avenir, si ce n'est celui de s'expatrier, d'aller chercher mieux ailleurs dans d'autres pays en Europe, ou alors de vivoter ici en étant locataire, en étant dans des logements sociaux. Alors ça, nos chers élus, ils adorent construire du logement social en disant, vous voyez, on est gentil, on loge la population bretonne, mais c'est un scandale. En fait, toute la jeunesse bretonne devrait pouvoir être propriétaire de son logement, d'un logement décent, d'un logement spacieux pour y accueillir sa famille, ses enfants, pour inciter à ce qu'ils fassent des enfants également. Et donc non, moi j'appelle pas tous les lecteurs et toutes les masses d'Europe à venir en Bretagne. Là, il n'y a pas de place pour tout le monde en Bretagne. Chacun, il me semble que l'Europe est grand, que la France est grand. Chacun doit pouvoir, dans sa ruralité, puisque de la ruralité il y en a partout, doit pouvoir faire cet acte de reconquête ou de sécession dans sa région, dans son secteur. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, qu'il y ait des échanges, des voyages, ou même des implantations. Mais mon message n'est pas de dire venez tous en Bretagne, parce que pour le coup, au même titre que je dis qu'il n'y a pas de place pour les extra-européens qui viennent nombreux par le bas, il n'y a pas de place non plus Pour les Bourguignons, pour ceux qui, avec un pouvoir d'achat immobilier beaucoup trop fort, viennent d'une certaine façon asservir aussi la jeunesse bretonne. Alors justement, on pourrait se dire que pour peser sur la vie municipale, il fallait être nombreux et donc appeler des gens extérieurs à venir nous rejoindre dans les villages bretons. Mais encore une fois, je ne pense pas que le propos de mon livre était de dire absolument qu'il faille conquérir les municipalités. Je pense que c'est une possibilité d'être maire, conseiller municipal, mais je pense qu'un pompier, qu'un bénévole sportif, quelqu'un qui fait des maraudes, qui trouve des logements pour les plus démunis, ou quelqu'un qui,
ou tout simplement quelqu'un qui a une initiative intéressante pour revitaliser la commune, qui crée un commerce, qui crée un... En fait, je pense que chacun a un rôle important, c'est-à-dire que, d'ailleurs, traditionnellement, le maire d'un village n'était pas forcément la personne la plus importante du village ou d'une ville. Alors certes, il a des pouvoirs, certes, il a des négociations avec les autres élus, mais je ne pense pas que ce soit une fin en soi. Donc, encore une fois, on peut très bien devenir important et quelqu'un de bienveillant dans son secteur en étant commerçant et sans afficher ses idées politiques. Encore une fois, la question de l'étiquette politique, elle est bâtarde. On n'est pas obligé de présenter sa carte de visite politique. Et ce n'est pas prendre en traite qui que ce soit de le faire, c'est simplement que nos vies ne se cantonnent pas à une étiquette politique, et heureusement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que malheureusement, trop de gens de gauche ou d'extrême gauche obtus ne comprennent pas, c'est que la vie ne se résume pas à la politique, à l'étiquette politique, puisque tout est politique. La politique, c'est la vie de la cité, mais on peut encore une fois partager des milliers de choses avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous, surtout. Ça s'appelle l'intelligence, ça s'appelle aussi le vrai vivre ensemble. Très bien. Alors, Sécession, c'est ton premier ouvrage. Est-ce que tu as apprécié sa conception et est-ce que tu comptes récidiver ? Alors, apprécier sa conception, je ne sais pas si on prend du plaisir, quoique si, pour écrire, pourquoi pas. Si, j'ai aimé écrire ce livre, que j'ai écrit assez vite. D'ailleurs, il se lit assez vite, c'est une centaine de pages. Encore une fois, je n'ai pas voulu faire un grand livre de 300, 400, 500 pages, parce que malheureusement aussi, de moins en moins de gens lisent aujourd'hui. Donc j'estime que si ce petit pamphlet d'une centaine de pages peut permettre notamment aux plus jeunes ou aux moins lecteurs d'accéder à la lecture et à une lecture que j'estime être construite et pour le coup une initiation politique. Pour ce qui est de récidiver, déjà on va voir comment est reçu ce livre. Pour le moment, c'est vrai qu'il ne se vend pas trop mal, par des canaux plutôt confidentiels, parce qu'on a fait le choix de ne pas le diffuser dans toutes les librairies, etc. Ensuite, pour écrire un livre, oui, mais encore une fois, je ne vais pas écrire pour écrire. C'est pas comme ça que je gagne ma vie, et je cherche pas à gagner en écrivant. Si j'ai quelque chose à dire, et je pense que de toute façon, les mois, les années qui viennent vont forcément m'inspirer dans des choses à dire, notamment sur la question de la tyrannie sanitaire, qui, à mon avis, est le fond, le nœud central du problème, bien que les gens ne s'en rendent pas compte. Oui, je serai sans doute amené à réécrire quelque chose dans les mois ou années à venir. Très bien. Eh bien, merci Yann. Merci à toi.